Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez de modules avancés de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org, démocratique avec un K, démocratique.org. Nous sommes engagés publics. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro. Cette semaine, je vous présente mon entrevue avec Marilyn Gill du comté fédéral de Manicouagan. On a beaucoup parlé de la circonscription d'ailleurs. On a parlé de ses valeurs ensemble, on a parlé de son parcours, pourquoi elle s'implique, sa jeunesse, et ça commence dès maintenant. Bonjour Marilyn Gill, ça va bien? Oui, merci, vous-même. Oui, ça va bien, merci. Tu peux me tutoyer en passant, pas de oui, problème. Je peux te tutoyer, c'est pas Radio-Canada. Non. Comme j'aime bien dire à tous les invités en balado, on peut s'acquérir, on peut faire ce qu'on veut. Je sais que les députés le font pas, mais on peut tout faire en balado. Merci d'avoir accepté l'invitation des engagés publics. Ça me fait plaisir. On va parler un peu de ton parcours, de ton histoire. Marilyn, tu as apparu dans l'univers politique des Québécois depuis quelques années. D'où est-ce que tu sors? D'où est-ce que je sors? En fait, j'ai toujours été intéressée par la politique. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le disent aussi. C'était pas aussi clair à mon esprit, disons, que vraiment dire je vais m'engager comme députée. Ou j'ai toujours milité dans les partis là, depuis l'âge de 18 ans. En fait, j'ai eu le bonheur d'avoir 18 ans en 95. Puis t'étais où à cette époque-là? T'étais encore déjà sur la Côte-Nord? Non, je suis née à Sorel. Donc, je suis une Sorelloise. Oui, donc c'est ça, c'est vraiment au moment du référendum. J'ai décidé de m'impliquer à ce moment-là. Et puis, je pense que c'est plus même à l'adolescence, c'est fou combien on peut s'impliquer sans nécessairement le savoir. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est drôle, je me suis intéressée... je suis d'une autre génération. J'écoutais, je ne sais pas si les gens connaissent ça aujourd'hui, mais j'écoutais de la musique comme Bérurier Noir à l'époque. Donc, pour moi, une culture politique que j'ai faite à l'aide notamment de la musique. Bon, c'était un contexte français, même international. Il y avait tout, c'était des anarchistes, mais reste que pour moi, même dans mon milieu scolaire où j'écoutais cette musique-là aussi, mais je m'identifiais à des groupes antiracistes, des groupes militants aussi. Je pense qu'il y en a même qui existent encore à Montréal aujourd'hui. Donc, dont la Sharp, par exemple, je pense. Je peux mentionner là, mais c'est Skinheads Against Racial Prejudice. Bon, j'étais dans des... Je gravitais autour de groupes comme ça, donc où j'avais déjà un engagement pour certaines valeurs, certaines idées, même si c'était peut-être naïf, même si c'était très tranché aussi, et à un âge quand même assez jeune, de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et puis, je me suis rendu compte à un certain moment que ça avait eu quand même... de gros impacts sur le futur. Donc, disons, je suis sortie. Ça a été formateur? Très formateur. Ouais. J'ai vraiment une adolescence assez intéressante de ce point de vue-là. Je me suis frottée à beaucoup de gens différents avec des idées différentes, avec toute la fougue, j'allais dire la virilité de l'adolescence aussi, parce que ça jouait dur dans le milieu que j'avais même décidé d'habiter, si on veut, avec beaucoup de liens avec Montréal aussi. Oui, ça a été une découverte. Puis plus tard, j'ai vu à quel point il y avait des parallèles, des liens à faire avec la vie politique autre, plus formelle, disons, que cette implication-là. Donc, ça pourrait être une première étape, si on veut. Mais continuons là-dedans, c'est intéressant. C'est quoi les parallèles que tu vois? Donc, tu as vu des parallèles avec ce que tu fais ou la politique active et ta jeunesse que tu as découvert en t'engageant dans des groupes divers? Oui, mais en fait, toute la question, c'est ça, des groupes. J'étais quelqu'un qui... toutes les causes sociales m'intéressaient, j'étais touchée. Je dis que c'est naïf, mais en fait, ce sont des sujets desquels on parle
toujours puis qui me touche encore aujourd'hui. Je proviens d'un milieu humble aussi. Là. Mon père, par exemple, à une époque de ma vie, avait 3 jobs en même temps pour réussir à arriver. Donc, j'ai vu des difficultés, c'est ça, économiques, puis tout ce que ça pouvait amener aussi. Tu sais, c'est quoi la réalité d'une famille qui en arrache, mettons? Oui, une famille monoparentale. Mon père a eu deux jobs dans une épicerie, par exemple, il faisait le ménage la nuit, dans un bar où après la nuit, il faisait le ménage aussi, plus une job en usine. Donc, c'est certain, on ne fait pas pitié, pas du tout, mais j'ai vu c'est quoi, c'est ça, travailler trimédur pour arriver monoparentale. Ma mère aussi était là, mais bon, c'est une nouveauté aussi, là, parce que je suis quand même née en 77, donc c'est les années 80 où mes parents se sont séparés, donc il y avait déjà quelque chose de nouveau là. Moi, je me suis trouvée peut-être à l'extérieur de ça, justement, avec l'adolescence. Puis les parallèles, en fait, c'est quand même des micro-sociétés quand on arrive au secondaire avec ces groupes qui sont très... je pourrais pas dire aujourd'hui, je les vois pas. Par exemple, j'ai des enfants qui sont au début de l'adolescence, puis je le vois pas dans les écoles où je suis présentement sur la Côte-Nord. Je suis députée de la Côte-Nord. Mais moi, c'était vraiment très campé avec des groupes avec des idées de droite, des groupes avec des idées de gauche. Donc, quand je dis les parallèles, pour moi, c'est déjà assez gros. Toutes les idées plus social-démocratie d'un côté, toutes les thématiques que j'abordais déjà sans en être pleinement consciente, ça allait peut-être seulement de valeur. Il y avait des choses qui venaient me toucher, je disais de façon pas nécessairement très consciente ou pas nécessairement très ancrée dans toute la société. Oui, il y avait ça. Il y avait des choses qui venaient me chercher, puis les injustices. Je me rappelle, je défendais des étudiants parce que c'était des groupes... j'ai vu des batailles avec des matraques à l'école. Là, donc, oui, c'était très dur à cette époque. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des groupes racistes, antiracistes à cette époque-là. Donc, j'ai vu ça, des amis qui s'étaient fait matraquer. Puis bon, on les sort de l'école, la police arrive, tout ça. Non? Et voilà, donc déjà là, on essaie de parler à des gens, de les convaincre de certaines idées. C'est quand même un groupe qui fonctionne... des groupes qui fonctionnaient comme une espèce de famille. Donc, je trouvais que déjà s'intéresser à ce qui se passait, c'était plus international, même si on s'entend que c'est les débuts des années 90, mon adolescence. Mais j'avais vraiment une volonté, d'aller vers l'extérieur, puis de voir ce qui se passait dans le monde, puis de me positionner dans une certaine mesure par rapport à tout ce qui se passait, très influencé par, évidemment, toutes les modes musicales et autres. Mais je me suis rendu compte, quand je parle de parallèle, c'est vraiment ça, la question de l'engagement déjà, la question de vouloir s'intéresser, d'aller à l'extérieur, de voir ce qui se passe, de se positionner. Encore là, avec ce dont j'étais capable à 14 ans, avec le milieu duquel je provenais, vraiment, je voyais qu'il y avait déjà quelque chose de politique dans ce que je faisais. Puis justement, la transition vers la politique active, tu me parles de 14 ans, puis tantôt 18 ans, tu étais déjà militante. Ça s'est fait comment, cette transition-là? C'est vite, ça, là? Oui, il y a toute généralement... l'effervescence des années. Oui. Tu sais, le background que tu me parles, généralement, tu peux être aussi découragé, ça peut te rendre cynique aussi, ce que tu vois sur le terrain. J'étais une bonne batailleuse. Très, très jeune. J'avais des milieux. Puis, oui, un autre parallèle, peut-être, dans le milieu dans lequel j'étais. Puis bon, c'est certain qu'on va aller vers la parité, mais c'était quand même un milieu très masculin et très, je dirais, même agressif sur le plan... agressif ou, plan physique. Masculinité toxique, ça, oui, d'une certaine mesure. Donc, me coltailler à plus gros, plus fort que moi. Je me rappelle, à un certain moment, j'avais voulu défendre un gars qui avait probablement... dans secondaire 2, quelque chose comme ça, qui était déjà plus gros et plus grand que moi. Puis moi, j'étais quelque chose comme en secondaire 3, puis j'étais allée voir des grands gars bien bâtis, des gens vraiment de droite, là, ce qu'on appelait nous autres. En fait, c'était des néo-nazis. C'est vraiment ça. Là. Okay. Puis je leur avais dit, regardez, si vous voulez avoir affaire à quelqu'un, prenez-vous-en quelqu'un de votre taille. Bon, c'était toi, ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais comme une espèce de chihuahua devant des bergers allemands. Mais bon, c'est ça. Je me voyais pas comme ça. Ça s'est bien passé, clairement. Tu fais devant ça s'est bien passé, donc... mais ça les a surpris, je pense. Je dis pas que... mais oui, ça s'est bien passé. Je suis encore là aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Il y avait déjà quelque chose de décider d'aller, je dis pas d'affronter, mais d'aller pousser les idées plus loin puis de défendre les gens. Fait que cette transition-là vers la politique, comment s'est faite après, finalement? En fait, j'avais une famille qui était
mon grand-père qui était politisé. Je pourrais dire un de mes grands-pères, mon grand-père paternel était politisé. Puis il se rendait compte, moi je me suis dirigée vers la littérature, il se rendait compte que tout ce qui était texte, tout ce qui était idée m'intéressait. Je disais, je proviens d'un milieu humble. Chez moi non plus, l'université, c'était pas quelque chose qui existait pour plein de raisons. Je pense à ma mère, par exemple, qui n'a pas fait d'université tout simplement parce que c'était impossible pour elle. Ses parents n'avaient pas la possibilité de l'envoyer à l'université, donc elle s'est rabattue sur une technique à l'époque. C'est vraiment correct, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait personne qui pouvait ou qui pensait aller à l'université. J'ai été la première dans ma famille prête à aller à l'université. Puis, justement, ils voyaient cet intérêt-là, même si mes grands-parents lisaient. Et puis, mon grand-père était un fervent indépendantiste. Puis, à un certain moment, justement, il m'a transmis, là, ça a été un legs aussi, il m'a transmis tous ces artefacts de 1980, donc ces affiches. Puis, il savait déjà, c'est drôle, je me rappelle plus à quel moment exactement, mais c'est toutes ces valeurs-là d'indépendance, d'autonomie, de responsabilisation, de décider par soi-même, de croire, d'avoir foi en soi. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui étaient déjà là, puis il y a eu une transmission, il y a eu un legs, donc j'ai l'impression que pour moi, autant que ça peut être raisonné, intellectualisé, si on veut, l'indépendance, autant qu'il y a vraiment un aspect qui est très, très émotif, parce que je parle de legs, je parle d'héritage, je parle de... T'as baigné là-dedans, c'est identitaire chez toi, quasiment. C'est identitaire, oui, parce dans le sens du terme. Oui, dans le sens de ça fait partie de ton identité exactement. personnelle. Oui, exactement. Oui, sur un plan, oui, tout à fait personnel, historique, familial, vraiment un lien avec mon grand-père qui m'a dit aussi à un certain moment, puis c'était avant le référendum de 95, puis il m'avait dit... je m'en rappelle encore, c'est fou, il y en a des souvenirs, il y a des choses qui disparaissent, mais moi, je me rappelle encore de cette image-là. Je me mettais dans un escalier, il était au-dessus de moi, puis il me dit « Regarde, fille, je te donne ça parce que moi, je le verrai peut-être pas. J'espère que toi, tu vas le voir. » Puis j'en ai la chair de poule. C'était pas prévu. Mais j'ai encore ces phrases-là. Puis je sais pas si c'est à ce moment-là où il y a une demande qui est faite, où il y a un mandat qui est donné. Le passage du flambeau, hein? Oui, le passage du flambeau que j'ai accepté. Je dirais que ça m'est arrivé à 2 reprises. Je pourrais en parler peut-être plus tard, 2 reprises, d'avoir ce passage de flambeau-là, qui a fait en sorte qu'ensuite j'ai essayé de me présenter comme au Parti québécois. Je me rappelle, à ce moment-là, c'était Sylvain Simard qui était mon député lorsque j'étais au cégep. Voilà, puis j'ai vraiment commencé ensuite sur des exécutifs un peu partout. Je suis allée au Parti québécois, puis au Bloc québécois aussi, un peu plus tard. Là, dans ce temps-là, tu es dans la région de Sorel, toujours? Oui, je suis dans la toujours? région de Sorel, oui. D'accord. Puis là, qu'est-ce que tu as fait plus tard, personnellement? Parce que tu as un beau background quand même. Moi, je le sais, mais je trouve que c'est intéressant pour nos auditeurs. Avant la politique, tu as regardé ton background. Tu as un parcours impressionnant en termes de choses différentes. Tu as fait quand même plusieurs choses. Oui, j'ai fait plusieurs choses. Certain qu'il y a les études toujours qui nous marquent. J'ai choisi un profil littéraire. Donc, j'ai fait une maîtrise en littérature. J'ai commencé un doctorat 3 fois, là, mais avec... OK, c'était ma question. Si tu avais réussi, oui. c'est... Écoute... je le ferai encore, mais à toutes les fois, c'est ça. J'ai commencé à Trois-Rivières, puis il a fallu que je suis en d'amour avec quelqu'un sur la Côte-Nord. Donc, j'ai déménagé. C'était un peu plus difficile là-bas. J'ai recommencé aussi. Puis même juste avant l'élection, j'étais encore au doctorat. J'étais en train de refaire ma scolarité à Chicoutimi, justement. Okay. Chicoutimi, donc c'est ça. J'ai fait un parcours littéraire. Tout ce qui m'intéressait, bien sûr, en littérature, malgré qu'on a l'impression qu'il n'y en a plus autant aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement en littérature, toute la question de l'histoire, la littérature, c'est un carrefour, ça touche à tout. Même si j'ai aussi écrit, je me suis commise, comme on dit. Oui, tu as quelques ouvrages, ton actif quand même. Oui, j'ai publié en poésie. C'est vraiment toute autre chose. Là. Les gens ne pourraient pas voir à l'intérieur de la poésie, même s'ils voulaient vraiment absolument... On ne va pas découvrir comment tu fonctionnes, comment tu penses en te lisant. Oui, peut-être, là, les gens, s'ils veulent... la psychanalyse littéraire, oui. Mais pour ce qui est... en fait, autant je dis que c'est ce qui m'intéressait en littérature, je n'ai pas fait de littérature engagée. Je suis vraiment sur le plan esthétique, formel, absolu, mais quand même, pour moi, la littérature, peut-être que ça évolue aussi avec l'engagement politique. Si je retournais enseigner, parce que je suis enseignante ici au collégial en littérature, si je retournais enseigner, déjà que pour moi, l'enseignement, c'était amener une connaissance, mais
une connaissance vaine, une connaissance sur laquelle on s'appuie pour développer un esprit critique. Et pas juste un esprit critique, critique au sens d'analyse, au sens d'essayer de comprendre, mais aussi pour agir ensuite. Puis, je ne sais pas quel type de prof je serais maintenant que j'ai fait de la politique active, mais j'ai l'impression que ça serait d'autant plus accentué, mais je ne sais pas si c'est possible de faire ça dans le milieu scolaire, par contre. Il y a des politiciens qui redeviennent enseignants par la suite. Tu sais. Donc, et là, tu as un passage dont tu fais de l'enseignement. J'ai vu aussi que tu étais dans une maison d'édition à Trois-Pistoles. Donc, tu es quand même, j'imagine que tu restes engagé. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers le Bloc et ta candidature, finalement? Pour Trois-Pistoles, je pourrais faire une parenthèse parce qu'on voit mon amour du Québec a passé par là aussi. Il y avait tout l'aspect, quand je disais l'aspect engagé, c'est pas nécessairement dans un texte, mais aussi dans le domaine éditorial. Trois-Pistoles, c'est la maison d'édition de Victor Lévy-Beaulieu. Donc, comme j'avais du front tout le tour de la tête à certains moments de ma vie, j'étais allée voir Victor Lévy dans je pense, un salon du livre où j'avais dit, regarde, je trouverais ça intéressant. J'étais avec mon chum de l'époque, Mario Brassard, qui est auteur aussi. Puis on est allé le voir pour demander de faire une collection d'ouvrages québécois d'avant 1900. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu absurde parce qu'on peut tout retrouver. On peut tout retrouver. Dans quelle année, là, sur Internet, on est dans les années, début des années 2000. Là. Quand même. Déjà, c'est ça, fin 90-2000. Donc, nous, ce qu'on voulait, on appelait ça la Saberdache, en l'honneur de M. Vigée, qui avait toute une collection, l'ancien maire de Montréal, une collection qui appelait justement la Saberdache, où on voulait sortir des textes de l'ombre parce que, justement, il n'était pas disponible. Donc, ce qui n'est pas disponible n'existe pas. S'il n'existe pas, il ne peut pas être enseigné. S'il n'est pas enseigné, on considérait qu'il y avait beaucoup de pans de l'histoire littéraire du Québec. Parce que souvent, je comprends qu'on enseigne encore on enseignait encore beaucoup les ouvrages français, mais on n'avait pas cet historique-là oui, dans des cours, on avait des extraits, mais on n'arrivait pas à avoir les textes, à obtenir les textes intégralement. Sinon, on allait dans des fonds dans les universités, faire de la recherche vraiment. Donc, on voulait que ce soit connu. C'était peut-être naïf aussi. Mais bon, ça a quand même fonctionné. On arrêtait à un certain moment, mais peut-être quelques 8 ouvrages pour essayer justement qu'on connaisse aussi notre histoire littéraire parce qu'on se mesure tout le temps où on se mesurait, là, ça fait quand même 4 ans là, que je suis moins active en littérature, j'ai moins le temps de lire ou d'aller à l'université, mais où on se mesure toujours à l'aune des vieux pays ou à l'aune de la France ou des États-Unis. Puis en même temps, on n'a pas exactement la même histoire que la France. On n'arrive pas en même temps que la création d'une langue. L'histoire est vraiment très différente, l'histoire politique aussi. Donc, de juger, d'évaluer ce qu'on a écrit à partir de ce qui se faisait en France, du mouvement romantique ou réaliste, ça tient pas la route. Donc, c'est vraiment l'idée de faire un portrait plus global, plus vrai, puis de s'accaparer une histoire qui est la nôtre, puis même aujourd'hui, on connaît pas non plus. On voit des noms de rue, c'est toujours ça. Crémazie. Mais c'est ça, qui est Crémazie, qui est Garneau, qui est Buis, qui est... on les connaît pas. Mais t'es vraiment passionné, là. Je le vois dans tes yeux, là, pour les auditeurs. Là. On sent ta passion, la chaleur de ça que tu as, la relation que tu as avec la littérature. C'est vraiment ton dada un peu, là. Oui. C'est un passe-temps, j'imagine, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça lit, une députée, c'est ainsi? Des projets de loi? Est-ce que tu lis des choses pour le plaisir ou pour que ce soit plus pratique dans ton travail? Je dois dire que je vais dans les salons du livre, je vais dans les librairies, je vais un peu partout, puis je me fais des piles de livres. Oui, hein? Puis je lis juste un chapitre. Jamais. Non, mais c'est ça, j'espère, j'ai hâte, j'ai vraiment envie de lire, le goût de la lecture est là. Mais c'est certain que je vais privilégier ma revue de presse à une œuvre de fiction. Oui, non, c'est normal, c'est le travail, puis les dossiers, puis tout ça, mais en même temps... je sens que j'irai encore un refuge dans la littérature, un refuge au sens où c'est ça, c'est un endroit ami pour moi où justement il n'y a pas nécessairement de bannière. Hein? Donc j'ai encore cette passion-là. Elle va toujours demeurer. Là. C'est un monde d'idées, mais c'est un monde de possibles aussi, la littérature. Donc ça
il y a donc, je t'amène ailleurs, tu es député du Bloc québécois dans Manicouagan, je me trompe-tu? Non, c'est Manicouagan. Et on sait que le Bloc est souverainiste. Une de mes questions favorites, on entend beaucoup parler généralement de quand on va faire l'indépendance, puis comment on va faire l'indépendance. Mais moi, j'ai envie de demander aux gens pourquoi il faut faire l'indépendance. C'est une grosse question, la question fait. Qui tue. Oui, c'est la question qui devrait tue. Pas, pourquoi faire l'indépendance? On est un peuple à la base, on est une nation. Je vois pas quelque chose de plus simple que ça. Pourquoi une nation, un peuple, ne voudrait pas avoir sa liberté, puis faire ses propres choix? Le pourquoi, la question donne sa réponse, ça tombe sur le sens. C'est presque, c'est ça, c'est une évidence, hein, c'est un truisme. Pour toi, c'est émotionnel, encore une fois, ça devient des tripes. Il y a tout. Ça peut être très pragmatique aussi, sur un plan économique aussi. Mais oui, émotionnel... J'ai pas l'impression, non. Je dis oui, il y a la question du legs, mais c'est pas... quand je dis ça tombe sur le sens, je pourrais faire... Là, c'est peut-être tendancieux comme comparaison, mais je le prends sur un plan tout le temps individuel. Moi-même, comme personne, je veux être libre de faire mes propres choix. J'ai mon identité, j'ai mes valeurs, j'ai mes besoins, j'aurais pas envie que quelqu'un qui a des intérêts autres décide à ma place. Je pense que c'est le b.a.-ba du bonheur, de la responsabilisation. J'ai dit le mot responsabilisation 2 fois. Donc, est-ce que c'est ce que tu vois en chambre, quand tu es à la Chambre des communes? Tu sens que vraiment tu vois le Canada devant toi se jouer, puis tu vois qu'on n'a pas le contrôle? C'est ce que tu vois tous les jours? Non, on n'est pas le Canada. Je ne suis pas le Canada. C'est un pays autre. Oui. Pour moi, c'est clair. C'est ça. C'est le pays voisin. Parfois, on dit qu'il ne faut pas parler de valeur ou c'est pas une question de valeur, mais je pense qu'il y a une question de valeur, des valeurs dominantes. Oui, des valeurs dominantes dans une société. Quoique le Canada, je ne peux pas dire que c'est de bout en bout quelque chose d'homogène, d'uniforme. Mais quand j'arrive en chambre, ça me l'a rappelé aujourd'hui. Bref, j'avais des rencontres, puis ça m'a rappelé un souvenir en chambre l'année dernière. Justement, je pense aujourd'hui, il y avait une manifestation contre le droit à l'avortement sur la colline parlementaire, qui est une énorme manifestation d'à peu près 5-10 000 personnes à chaque année. Okay. Et puis, il avait été dit par certains députés conservateurs que finalement, c'est un droit... Bon, on repart le débat encore. On n'en veut pas. On le voit à chaque année ou à chaque cycle. Chaque cycle de 4 ans, ça revient. Puis j'avais déposé une motion pour qu'on rappelle que c'était une question qui était réglée, qu'on ne revienne pas là-dessus. Le débat est clos. Le Québec l'a choisi. Morgan Taylor, ça fait un bout de temps. Voici, on a décidé. Puis le Canada qui respecte ça. Ça force les gens à voter dessus. Oui, ça force les gens. C'est ça. C'est ça. Puis exactement, au même moment à peu près. Et puis, on a eu des non. Puis des noms agressifs aussi, qui venaient de plusieurs endroits dans la Chambre. Ça, je trouve ça difficile. Puis j'ai beau me dire que c'est pas une question de valeur. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont pas pro-vie au Québec. Mais de façon générale, non, c'est quelque chose qui est réglé. Le débat a été réglé. Puis on le voit pour plusieurs choses. J'ai toujours été quelqu'un près des syndicats, près des droits des travailleurs. Puis on le voit avec les projets de loi que dépose le Bloc québécois. Il y a encore des situations qui sont réglées sur le plan de la loi québécoise pour ce qui est du travail, mais les employés sous juridiction fédérale, notamment les femmes, par exemple, quand on pense au retrait préventif, ça n'existe même pas. Est-ce que c'est des retards? Ou est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas cette volonté-là qui existe? Mais pour moi, puis même, des fois, je discute avec des collègues, puis on a l'impression, mais là, c'est quoi? On est 20 ans en avant, on nous parle d'équité salariale, on nous parle de ci, de ça, mais on n'est plus là. On n'est plus là. Puis en plus, quand on dépose des projets de loi pour qu'il y ait une espèce de, appelons ça une mise à niveau des lois fédérales pour qu'il n'y ait pas 2 classes de citoyens au Québec. Là. On ne veut pas améliorer le Canada, nous, là. On pense à nos gens aussi. Puis que c'est refusé d'emblée par tous les partis. On se dit, là, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, là. Bref, je dirais que c'est un argument supplémentaire quand on arrive en chambre, quand on arrive au Canada, quand on arrive à Ottawa, puis on voit
voit, on sent, on entend, de partout, on se rend compte que c'est vraiment un autre pays. Parce que quand tu dis que c'est finalement un argument supplémentaire, tu veux dire que tu ferais pas l'indépendance là-dessus, mais non. Ça aide, puis c'est un argument de plus sur le droit des Québécois à être souverains, qu'on est différent, ce que tu disais au début. Ah oui, tout à fait, okay. Oui. Comme je disais, les gens, on ne veut pas nécessairement parler de valeurs, mais je pense qu'il faudrait le dire pour les valeurs. On l'a vu dernièrement juste du point de vue de la laïcité. Ouais. Ça fait des années qu'on en parle, on est prêt à en parler, et puis il y a les fins de non-recevoir qu'on a d'Ottawa présentement. Tu veux-tu rappeler aux auditeurs la position du Bloc sur le sujet là? Ben, en fait, le Bloc, évidemment, étant donné qu'on est parti fédéral, on va soutenir le gouvernement du Québec. Donc, bien sûr, le gouvernement présentement, ou les gouvernements, les gens sont en faveur majoritairement du projet de loi 21 qu'a déposé le gouvernement Legault. Donc, le Bloc, de toute façon, la position du Bloc québécois était déjà favorable à une laïcité de l'État. Et voilà, c'est ce qu'on appuie, c'est ce qu'on transmet encore une fois. Puis ce qu'on veut, c'est que le Québec décide, bien sûr, pour lui-même en ce qui concerne ses propres employés de l'État. C'est pas au Canada de décider ce qu'on fait, bien sûr, de ce côté-là. Et c'est très agressif, en chance. Envers le Bloc québécois, comme quoi on se fait traiter de raciste, etc. On a l'impression que, c'est certain qu'ils vont dans la caricature puis dans ce qu'ils veulent bien nous faire, nous accoler comme image, mais pour nous, c'est quelque chose de totalement qui n'est pas discriminatoire. On nous taxe de discrimination, mais en fait, quelque chose qui c'est la même loi pour tous, la même application pour tous, peu importe que la personne porte n'importe quel signe en position d'autorité. On n'en veut pas, voilà. Ça ne devrait pas être, bien évidemment, au gouvernement libéral ou fédéral, au gouvernement du Canada, pardon, de décider pour le Québec. C'est sûr que c'est toujours très simple de dire non, il n'y a pas à décider pour le Québec, mais ça fait partie de nos pouvoirs, donc on devrait les exercer pleinement. Puis c'est quoi la logique derrière ça au Bloc? Est-ce que si il y avait un gouvernement solidaire un jour, puis que c'est une majorité qui veulent plus de charte, entre guillemets, qui veulent plus légiférer sur les ports de signes religieux, est-ce que le Bloc changerait sa position? C'est quoi la logique derrière cette position pour vous autres? Je peux pas parler pour tout le monde. Ça, faudrait que je consulte. Mais je pense que dans la logique, pour moi, c'est une question, je pense que c'est progressiste pour le Bloc. On a toujours été pour la laïcité. Ça date pas d'hier. Ça peut être un revirement de situation au moment où M. Legault est arrivé au pouvoir, où le Bloc a décidé, regardez, c'est ça que les Québécois veulent. Donc, nous serons en faveur du projet de loi 21. Donc, j'imagine que ce serait la même position aussi. Donc, évidemment, il faudrait voir à ce moment-là, je ne peux pas y aller dans les hypothèses. Peut-être que ce ne serait pas moi qui serais là non plus, ou que le parti, avec les congrès, il pourrait y avoir des changements. Je ne peux pas faire de science-fiction politique. Mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été dans les valeurs du Bloc, cette égalité-là, parce que ça vient toucher autre chose aussi. Nous, on pense que l'État est avant la religion, que la religion ne doit pas être au-dessus de l'État, bien sûr. Je ne pense pas que ça changerait pour le Bloc québécois. Dans les valeurs du Bloc, il y a aussi, on a parlé de souveraineté, toujours un peu plus proche, on dirait, tu m'arrêteras là, tu me corrigeras, mais plus proche des syndicats ou est-ce que plus social-démocrate. Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste en ce moment, selon toi? Puis, c'est quoi la place du Bloc ou ta place à toi dans ce mouvement-là puis dans ce qu'il y a à faire? C'est une excellente question parce que j'ai toujours l'impression, vous avez mentionné Merci. tout à l'heure que j'étais députée de Manicouagan, mais pour le commun des mortels, c'est quoi Manicouagan? À part la chanson de Georges Dor, la Manic. Donc, une rivière, le classique, c'est une rivière, une MRC. En même temps, la Manicouagan a fait maintenant, depuis 2015, depuis que la circonscription de Manicouagan a changé ses
ses limites, c'est la Côte-Nord. C'est vraiment la région administrative de la Côte-Nord au Québec. Je tiens à le dire parce que je suis fière, mais aussi pour situer les gens. Puis, bon, je vais y aller avec la question ensuite. C'est mon préalable pour pouvoir bien répondre. La Côte-Nord, c'est quand même 350 000 km². Non, ça donne une idée. C'est énorme. C'est la deuxième plus grosse circonscription au Québec. Là. Je suis pas mal sûr qu'il y a des pays dans le monde qui fêtent là-dedans. Exactement. Non, la Belgique, quelques fois. Mais c'est à peu près le tiers, si je ne me trompe pas, là, un cinquième du Québec. Donc, bref, que ce soit 20 ou 30 c'est une grosse portion. Je ne suis pas habitée partout, je le sais. Mais bon, c'est de Tadoussac à Blanc-Sablon. Tadoussac à Blanc-Sablon, qui est collé sur le Labrador, Terre-Neuve-Labrador, c'est 1300 km de route. Pour les gens qui ont entendu ces noms exotiques que sont Fermont et Shefferville. C'est vrai. mais oui, je dois dire que même pour moi, c'est ça. Il y a quand même des chocs quand on arrive dans ces communautés-là. Donc, Fermont, Shefferville au nord. Donc, très loin aussi de ce que nous, on appelle la mer, même si c'est le fleuve, là, peut-être un 700 km au nord. Puis aussi Anticosti. La mythique Anticosti qui fait partie de la circonscription. Donc, c'est vraiment... c'est tout un territoire. Et pour moi, quand on dit c'est quoi ma place dans le mouvement souverainiste, j'ai toujours, mon Dieu, comme si ça faisait 30 ans, mais là, peut-être que ça fait 30 ans en fait, mais bon, oui, c'est ça, j'ai 42 ans, oui, au moins une vingtaine d'années, où, bon, il y a toute la question de cette région-là aussi, des régions, du territoire, qui sont des sujets, des réalités qu'on ne voit pas de la même façon quand on est, par exemple, avec des élus de régions périurbaines ou de régions de Montréal. Mon rapport, même moi, dans le mouvement souverainiste, quand on est à l'extérieur comme ça, c'est plus difficile. La question du réseautage. Bon, avec les années, on va dire que ça va mieux avec les médias sociaux et tout ça, mais on s'entend que les lieux de décision, les lieux de sociabilisation, de réseautage, d'action commune sont surtout, pour tous les partis politiques, sont surtout... situé dans la région de Montréal, même, ce qui fait que les rapports aux partis sont pas exactement au pouvoir, les peut-être? mêmes. Les relations des gens, des citoyens au pouvoir est différente aussi? C'est comme toujours le pouvoir là-bas, vers le sud. Oui, je pense comme je disais, je suis née à Sorel. J'ai décidé d'adopter la Côte-Nord il y a à peu près... je ne sais plus, il faudrait que je calcule, en 2003. Ça fait exactement 16 ans. Donc, j'ai adopté la Côte-Nord. Puis, je sens cette... je ne sais pas si c'est du stéréotype, si je le dis comme ça, mais je le sens vraiment un peu partout où je vais sur la Côte-Nord, des gens qui vivent avec des conditions qui sont difficiles. Encore là, pas pour être misérabiliste ou difficiles... Quand j'ai parlé du territoire tout à l'heure, moi, en circonscription, le 1300 km de côte, il y en a un 400 qui n'a même pas de route. Ça fait que chez nous, quand je parle du troisième lien ou que je parle du REM, les gens sont moins... non pas qu'ils ne comprennent pas, bon, ils ne peuvent pas s'y intéresser, mais j'ai des gens qui vivent un peu comme s'ils étaient sur des îles encore parce qu'il n'y a jamais eu de développement routier jusqu'au bout du Québec, en fait. C'est la 138, donc les gens vont connaître la 138. On peut la prendre sur la Rive-Nord, à la Repentigny, elle est à Louisville, elle est à Trois-Rivières, mais rendu chez moi, passé Natashquan, le village de Gilles Vigneault, mais là, il y a un 400, au Kegaska, un peu plus loin, il y a un 400 km où il n'y a rien, où les gens, pour circuler en hiver, le font en skidoo. C'est ce qu'on appelle la route blanche, qui est une route balisée par le ministère des Transports, mais qui dépend du climat, qui dépend des rivières, qui dépend des glaces, qui fait en sorte que les gens peuvent ne pas se rejoindre aussi. Donc, ça a l'air étrange peut-être, mais ça l'est aussi de parler de territoire puis de parler de climat. Mais quand on parlait de difficultés que rencontrent les gens, donc pour eux, de se dire... de s'assumer. Je ne sais pas si c'est le mot « assumer », là, je vais peut-être le corriger ou le transformer plus tard, mais de s'assumer, de dire « moi, ce que je veux, c'est l'indépendance ». On dirait qu'ils n'ont pas ils ont pas envie de faire plaisir à quelqu'un. Ils n'ont pas envie de dire « moi, je vais voter stratégique » ou « je vais voter je ne sais trop quoi ». Pour eux, c'est « regarde, moi, ce que je veux, c'est une route. Moi, ce que je veux, c'est l'indépendance. Je vote pour un député du Bloc. Je ne peux pas parler pour tous les gens de la circonscription. Mais c'est vraiment ce que je constate.
et que j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai un petit orgueil, encore de l'orgueil pour la circonscription. Les gens, fierté. Oui, c'est ça, exactement, la fierté. Cette fierté-là qui est... D'ailleurs, c'est un mot, j'en parlais cette semaine avec mes collègues, mes adjoints, ce mot-là, fierté, qui revient souvent sur la Côte-Nord. Donc, une fierté qui vient peut-être avec un orgueil aussi, mais de ne pas avoir peur de demander, de ne pas avoir peur je ne vais pas dire s'imposer au sens négatif, là, mais de prendre sa place. De prendre sa place, exactement. De prendre sa place, puis de dire... Donc, moi, j'ai pas de... Les gens, ils me diront pas « je suis indépendantiste, là. Je suis encore indépendantiste. » Non, les gens vont dire « Je suis indépendantiste, j'en veux un Québec, puisque je vais voter pour toi. Puis le Québec, je veux que ce soit un pays. » Je trouve ça extraordinaire de me promener en circonscription, puis qu'on me dise ça vraiment de façon franche, de façon claire, de façon haute, sans aucune gêne, au contraire, avec une fierté, puis avec peu importe ce qui arrive présentement, moi, ce que je veux, ça demeure un pays. Donc, pour eux, c'est pas une vieille idée, ce qui est totalement absurde, de toute façon, à mon humble avis. Donc, ils le voient comment? Si c'est pas une vieille idée... Ben, ils le voient comme encore une nécessité et une urgence. C'est comme ça qu'ils le voient encore. Vraiment. C'est vraiment ce qu'on sent sur le terrain, c'est qu'on est là, puis on va toujours être là, puis de toutes les générations. Là. Ce qui m'avait fasciné sur la Côte-Nord aussi à l'élection, c'est que mon équipe était très, très jeune. Donc, les gens qui nous disent « Ah non, c'est une idée du passé », ça me fait rire parce que, je veux dire, le Parti libéral canadien existe depuis un sacré bout de temps. Donc, puis il y a toujours des pays qui obtiennent leur indépendance. L'Écosse va faire, n'est-ce pas? Un second référendum. Un second référendum. Donc, pourquoi pas? En très peu de temps aussi. Ils n'ont pas attendu 15 ans. Donc, c'est ça, de voir qu'il y a toujours cette nécessité-là, puis que eux, le temps, c'est pas une donnée importante, c'est l'objectif, l'important. C'est très stimulant comme circonscription. Donc, quand je parle de justement, de peut-être, quand vous me disiez la place dans le mouvement indépendantiste, pour moi, c'est une place qui est complémentaire. J'amène la réalité des régions éloignées. Là, je dis régions éloignées parce que Longueuil est une région parfois pour nos gouvernements. Donc, moi, ça compte pas. Là. Ça répond pas aux critères, c'est certain. Donc, il y a tout cet autre aspect-là parce que si on veut faire l'indépendance, c'est certain qu'il faut aussi aller chercher ces régions éloignées-là qui sont parfois, oui, abandonnés des gouvernements, qui sont oubliés, négligés, mais qui en même temps sont résilientes, sont fières, sont fortes, puis sont capables de porter l'idée aussi parce qu'ils n'ont pas ces peurs-là peut-être que d'autres ont. Des peurs comme quoi? C'est intéressant, ça? Qu'est-ce que... Ouais, ben, l'affirmation, peut-être, je ne sais pas. J'ai dit quelque chose que je ne voulais pas dire. Je ne sais pas, mais je parlais de la question de l'affirmation. Juste le mot indépendance, juste le fait de le dire, dans certains contextes, je ne peux pas nommer des endroits précis où j'ai déjà vu que le mot, on essaie peut-être de pas nécessairement le dire ou de ne pas parler de positionnement. Donc, mais chez moi, de dire je suis indépendantiste, ça va de soi, puis il n'y a pas de cachette à avoir. Je suis une députée indépendantiste. Je ne suis pas une députée et accessoirement indépendantiste. Je suis une députée indépendantiste. Ça vient ensemble. Puis il n'y a pas de questionnement, puis il n'y a pas... Donc, mais les peurs... Bonne question, jusque sur vous. C'est pour ça qu'on je pense que c'est vraiment la question, je dis la question de l'affirmation, la question du sans-gêne, la question de l'affichage, bon, je peux dire comme ça, de l'afficher, si vous voyez le nombre de drapeaux du Québec. Ça me semble naturel. La manière que tu le décris, c'est comme... Oui, certains endroits peut-être plus que d'autres, mais oui, je pense à la MRC de la Méganie, là, à Saint-Pierre, par exemple, où je fais la route, puis les fois, je me dis, un drapeau. Avec vraiment, pas accompagné de drapeau canadien. Non, juste des drapeaux du Québec, mais oui, je me dis, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Puis, oui, d'ailleurs, chez moi, je dois le dire aussi, j'en avais une fierté, mais les 2 députés du Québec qui ont été élus chez moi en 2015, ce sont 2 députés du Parti québécois. Donc, je suis la seule circonscription au Québec où il y a encore Martin Ouellette, Lorraine Richard, qui sont là. Donc,
on doit être exemplaire. Non, pour le Québec, il y a quelque chose, on va l'embouteiller. Mais la question est pertinente. Qu'est-ce que ça va donner aux gens de la Côte-Nord puis de Manicouagan d'être un jour dans un État souverain? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça? J'ai une petite idée de qu'est-ce qu'ils pensent, mais ou qu'est-ce qu'ils sentent, mais toi, avec ton vécu, puis de vivre là-bas, pourquoi tu penses que... C'est comme à un moment donné, il y avait tellement une base souverainiste au Saguenay, puis on dirait que ça bouge un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pourquoi il y a cette base-là? Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça va vous donner? C'est tellement différent, la Côte-Nord. En plus, j'aurais peut-être plusieurs réponses, parce que quand... par exemple, comme député, j'ai dit le territoire est très, très grand. Hein, 350 000 km². Il y a 6 MRC. Mais 6 MRC n'ont pas les mêmes réalités nécessairement économiques, par exemple. Même s'il y a quand même des constantes. Je ne sais pas, je pense à la Mingani. La Mingani, je l'ai nommée Havre-Saint-Pierre. C'est quand même beaucoup de gens du Havre puis des environs, c'est des Acadiens. Ah oui? Oui. Donc, c'est... Ils sont trompés de bord. Oui, ils sont trompés de bord, c'est ça. Ils sont pas allés à Nicolette, ils sont pas allés... Là. Donc, oui, des Acadiens ou des gens qui ont traversé des îles de la Madeleine aussi. Donc, beaucoup d'Acadiens, ce qui fait que même, par exemple, à Havre-Saint-Pierre, les rues, c'est des drapeaux acadiens. Hein. Les rues, on a des drapeaux acadiens avec le nom de la rue le nom inscrit, dessus. Puis ces gens-là ont un sens de l'histoire, un amour de la langue, une identité aussi, au sens positif du terme, on a le droit d'être et d'exister, qui fait en sorte que pour eux, je peux pas parler pour eux non plus, mais ils s'appellent les Caïens. Hein? Eux autres, c'est des Caïens. Pas des Acadiens, mais c'est des Caïens, les gens du Havre, par exemple, comme Mme Richard, Lorraine Richard aussi. Oui, c'est une Caïenne. Oui, d'ailleurs, l'accent, c'est l'accent caïen qu'elle a. Mais voilà, ces gens-là, donc, c'est des gens très frondeurs, puis je l'ai vécu même avec des anecdotes de campagne. Les gens sont vraiment... oui, j'ai l'impression... Fait qu'au porte-à-porte, eux autres, ils doivent te dire ce qu'ils pensent pour vrai. Non, il n'y en a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est direct, c'est enflammé, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas de cachette non plus, mais c'est vraiment... mais donc, pour eux, ce que c'est difficile à dire, mais je vois qu'il y a un ancrage aussi. Moi, je reviens souvent à ça, mais il y a vraiment un ancrage dans un passé qui n'est pas nécessairement le mien non plus. Moi, je ne suis pas acadienne. Et donc, il y a un ancrage, puis en même temps, il y a une volonté de liberté puis d'indépendance. Les gens de la Côte-Nord sont déjà, je dis indépendants dans l'autre sens du terme, là, autonomes. Ils ont toujours dû se débrouiller avec les moyens... Je ris parce qu'il y a tellement d'anecdotes dernièrement avec le traversier. Nous, c'est comme si on vivait sur une île. Mais en pensant, quand je me préparais pour l'entrevue, c'est ce qui me venait en tête. J'imagine, vous êtes tellement loin qu'il va y avoir un sentiment d'insularité à un moment donné. Vous devez vous sentir comme dans votre bar, même s'il y a de la terre, là, comme sur une île, à un moment donné. Non, oui, mais moi, je trouve que c'est comme sur une île. Oui, c'est ça. Donc, peut-être l'idée, quand je disais d'autonomie, d'indépendance, de devoir se débrouiller par les gens par eux-mêmes. Puis des fois, de Far West, il faudrait que je le dise. Je vous nommerai quelques municipalités ou des anecdotes ou de ce que j'ai fait. Puis c'est totalement autre. Les gens sont habitués de ne compter que sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont loin. Donc, ensuite, dire, regarde, moi, je vais être indépendant. Je dis pas qu'ils n'ont pas de contact. Ils ont des contacts avec l'extérieur. Il y a plein de gens de la Côte-Nord qui sont ici. Puis il y a plein de gens d'ici qui viennent sur la Côte-Nord aussi. Mais il y a vraiment cette idée-là. Puis oui, ce qui arrive, c'est certain que, question insularité, je disais, les gens, on vit surtout sur le bord du fleuve, les 1300 km de littoral. Mais pour arriver sur la Côte-Nord, pour les gens qui ne sont jamais allés, on doit traverser le fjord du Saguenay. Puis le fjord, c'est un traversier. Bon. Lui, c'est pas trop long, celui-là. Mais si on veut traverser, par exemple, mais quoi que s'il est coupé, il n'y a plus de route à moins de passer par Chicoutimi. Faire le bout. Je l'ai fait souvent, c'est ça. Parce que ça arrive que soit les traversiers sont brisés ou il y a trop de vent. Bon, il y a de la houle, donc on n'est pas capable de traverser. Il faut passer par le Saguenay. Ça arrive. Mais sinon, il y a aussi le Bas-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de liens avec le Bas-Saint-Laurent. Puis il y a un traversier qui est à Bécomo, qui traverse à Matane. Et puis là, c'est ça, présentement, ça fait 6
6 traversiers de suite qui n'arrivent pas. On en a eu un nouveau, là, puis là, toutes les fois, il a été brisé. Il y en a un autre qui brise, un autre. On est rendu à 6. Ça devient complètement absurde. Là. Vous avez la poisse. Croit même pas. Ah, là, il se passe quelque chose. Il y en a un qui arrive d'Allemagne. Là, on a très peur qui coule en chemin. Oui, ça s'appelle le Titanic. Non, c'est ça, ouais. D'ailleurs. Non, c'est ça. Puis sinon... exactement, on est coupé. Je me rappelle quand il y avait eu des en 2006, je crois, il y avait eu des débordements de rivières, puis la route était coupée entre, les auditeurs ne connaîtront pas les villages, mais entre Longrive et Colombier. Donc, à peu près une 50aine de kilomètres où les gens étaient coupés de tout, là. Pas de traversier, donc il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas rien. Est-ce qu'il y a des aéroports? Oui, Franceville, il y en a un tout petit. Mais vraiment, c'est fou, on les connaît gens son couraient. comté ici. Ah oui, tout à fait. Donc, les gens allaient dans les épiceries, puis on prenait tout le pain qui restait et la viande. Mais on est vraiment coupés. Je le disais à la blague, mais on sent vraiment les feux de forêt. Il y a quelques années, je me rappelle... sur Mme Marois, il était intervenu, il n'y avait pas eu le choix d'intervenir, puis assez rapidement, le feu de forêt gagnait des villages, et les gens étaient évacués, mais là, c'est plus d'électricité, plus de nourriture, on ne peut plus sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, qu'on est la députée du comté? Qu'est-ce que tu peux faire? Là, c'était pas moi qui avais le dossier à l'époque, c'était Mme Ouellette. Mais du moins pour les traversiers. Pour les traversiers. Quand ils ont des besoins comme ça, ils ont des besoins. Ben, c'est certain que là, c'est le palier du Québec. Provincial. Oui. As-tu des contacts avec eux? Oui, tout à fait. Tu peux faire? Oui. Ben, on est intervenu parce qu'il y avait quand même une composante qui était fédérale, là, okay. Entre autres pour l'inspection qui avait été faite par Transport Canada qui était déficiente. Là. En fait, on a décidé de ne pas faire une inspection et de la repousser. Donc, bien évidemment, on aurait peut-être dû la faire. C'est peut-être ce qui explique qu'un des traversiers n'a pas pu faire la route. Là. Ils l'ont retiré des eaux. Mais c'est certain qu'on essaie bien sûr de travailler tout le temps en équipe. D'ailleurs, je dirais que dans mon mandat, ou moi comme personne, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là. Toujours le travail d'équipe. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tous les gens qui travaillent de la même façon. Mais chez nous, je pense de parler d'une seule voix pour la Côte-Nord, c'est vraiment non pas la solution, mais c'est vraiment ce qui... c'est essentiel, c'est nécessaire, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse pour que les gens nous entendent, nous connaissent aussi, parce qu'être député, c'est ça aussi, je me sens un peu comme une ambassadrice. Parler d'Anticosti, de Natashquan, de Kegaska, puis même une partie de la circonscription que les Québécois connaissent probablement pas du tout, qui est la Basse-Côte-Nord, qui est un autre pays aussi pour moi, le 400 km de côte, là. Donc, c'est vraiment... J'ai vu que j'ai dévié de la question. Là. Je vais continuer là, avec la Basse-Côte. Moi, je te laisse aller. Donc, il est un 400 km de côte où il y a des petits tronçons de route, parfois entre deux communautés, puis où la population est majoritairement anglophone. Donc, ce sont des gens qui sont anglophones, qui sont des descendants de pêcheurs, par exemple, de Terre-Neuve, qui sont installés dans des petits hameaux, qui ont toujours été des familles de pêcheurs. Donc, ce sont des 100 habitants à peu près, ou peut-être un peu plus gros pour Blanc-Sablon. Les gens ont peut-être déjà entendu parler de Blanc-Sablon, où on parle français et anglais, qui est vraiment collé sur le Labrador, mais qui est vraiment un autre monde aussi, parce que j'arrive là-bas, c'est des villages surtout de pêcheurs, des villages qui sont vieillissants aussi, pas Blanc-Sablon par contre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont travailler là-bas ou débuter des carrières en santé, par exemple, mais c'est vraiment un autre monde où, quand on parle d'être insulaire sur la Côte-Nord, c'est une grosse île, disons, par rapport à je sais pas, un village comme Tête-à-la-Baleine où il y a une centaine de personnes qui vivent sur le bord de la mer. C'est le nom d'un village, ça? Tête-à-la-Baleine, oui. Oui, du nom probablement d'une grosse pierre qui est dans la mer. Il y a Pierre Perrault qui a fait un film d'ailleurs sur la Basse-Côte-Nord, des fois que les gens veulent aller voir dans les archives de l'ONF. Là. Mais c'est très beau de voir justement ces gens-là qui sont arrivés, qui vivent là et qui sont encore attachés à leur communauté, qui veulent y vivre, tant des anglophones que francophones.
Et c'est vraiment un autre monde. Quand je parlais d'anecdotes, là, juste pour vous dire, j'étais à, comment ça s'appelle, la Tabatière, Mutton Bay, puis je m'en allais à la Tabatière. Puis quelqu'un a dit, bon, on va amener la députée jusqu'à la Tabatière. Moi, je le savais pas. On m'avait dit que je restais dans le village, dans Mutton Bay, puis qu'il me faisait faire un tour. Puis, il y avait pas assez de place dans le camion, dans le pick-up. Ça fait qu'elle m'a dit, est-ce que tu peux monter dans la boîte? Il n'y a pas de problème. Je suis montée dans la boîte avec mon adjoint. Et puis, il a décidé, lui, qu'il faisait le 16 km à la plus battante, avec Marilyn dans la boîte de pick-up. C'est que c'est ça, le rapport aussi des gens de la Côte-Nord aux députés, là, je veux pas de piédestal. Dans le pick-up. Non, c'est elle monte dans le pick-up, puis tu te feras mouiller un peu, puis on va arriver pareil. Mais c'est vraiment... bon, j'ai fait un 16 km dans... Je dirais pas que j'ai pas déjà embarqué dans une boîte de pick-up, là, mais c'était vraiment pour des manifestations. Mais c'est ça, c'est très spontané, très... on a un besoin, on ne prendra pas de char. On fait, oui, il n'y a pas de... Vraiment... je me rappelle la première fois que j'étais allée en Basse-Côte-Nord, puis j'arrivais dans une cour d'école primaire, puis là, j'ai vu les gens stationnés, puis c'était des 4 roues qui étaient stationnés partout. Là, j'ai dit, wow, les profs s'en vont à l'école, ils vont travailler en 4 roues, puis là, les gens ont ri de moi. On dit, c'est pas les profs qui vont en 4 roues à l'école, c'est les enfants. Mais tu dis que tu as bifurqué, mais je dirais pas ça. Moi, je dirais que tu t'es dévoilé. Ah oui. Aujourd'hui, tu te dévoiles, parce que généralement, mes questions sur les comtés, j'en ai toujours à la fin. Les auditeurs qui sont habitués vont reconnaître certaines de mes questions, mais généralement, je parle des comtés avec les députés à la fin, tu sais, puis toi, t'en as parlé tout le long. Mais non, mais ça révèle quelque chose de toi, puis de la fierté ou de la passion que tu as, tu sais. Les questions plus générales, puis je te ramène plus à des positions politiques. Qu'est-ce que tu proposes à ce bon monde-là de Manicouagan? Qu'est-ce que tu proposes de défendre pour eux? Tu sais, tes aides à faire quoi? Politiquement parlant. Oui, mais en fait, quand on parle, c'est certain que je parle au plan fédéral, quand on parlait tout à l'heure de ce que je peux apporter au mouvement indépendantiste ou toute cette distinction-là des régions éloignées puis des réalités, les prendre en considération. Moi, je défends souvent les dossiers qui sont inconnus de la majorité des Québécois parce qu'ils ne vivent pas avec ces réalités-là. Des questions comme, je veux dire, présentement, ça m'a même étonnée moi-même. Je suis en train de développer une passion pour la pêche. Pas pour la pêche à la truite ou au doré, là, mais pour tout le domaine des pêches qui est de compétence fédérale. Donc, ministère Pêche et Océan, parce que je rencontre beaucoup de pêcheurs. C'est une ressource qui est à développer, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Mais oui, d'aller s'alimenter. On pourrait penser l'inverse. Que les océans se meurent et les industries se meurent. Tu dis que ça se développait? Moi, ben oui, la consommation, justement, de poissons. On est quand même dans un moment où les gens, de façon générale, consomment moins de viande. De viande, pense aux poissons. Pense aux poissons. Puis là, quand on dit poissons pour la mer, mais c'est pas nécessairement les poissons non plus. OK, il y a tous les crustacés, il y a tous les mollusques, il y a les algues aussi. Intéressant. Il y a beaucoup de culture qui peut se faire. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qui est pas développé, puis le gouvernement fédéral, pour moi, ne s'y intéresse pas non plus. Il s'intéresse beaucoup plus aux maritimes, où il y a beaucoup de subventions. Là, je suis très politique, mais c'est ça. Pour moi, beaucoup de subventions qui sont données, beaucoup d'aide qui est donnée aux maritimes. Mais le Québec, qui, pour moi, avec la Côte-Nord, mais 1300 km de côte, il y en a du développement à faire. Oui, ça pourrait être la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent aussi. Il y a quelque chose à faire. C'est une ressource qui peut être très bien gérée, mais il faut du développement, il faut de la recherche, bien sûr. Auparavant, il faut du développement de marché aussi. On a des possibilités, mais on ne les connaît pas. Il y a des poissons dont le fleuve regorge, mais qu'on connaît mal, puis que les gens n'achèteront pas. Le sébaste, par exemple, qui est un poisson qui pourrait être commercialisé, mais bon, on ne le fait pas non plus. Puis, je le dis parce que pour moi, la question de l'occupation du territoire est importante. Puis j'ai toujours une inquiétude, c'est certain. Quand je visite, par exemple, la Basse-Côte, la Maganie, même cette île, Bécomo, Haute-Côte-Nord, il y a de la pêche. Mais ce qui arrive avec la pêche, justement, le fait qu'elle ne soit pas soutenue de différentes façons, c'est que les villages se vident, pas parce que les jeunes ne voudraient pas reprendre. J'ai discuté avec des gens, mais des jeunes qui voudraient, c'est juste presque plus possible dans la situation actuelle pour
parce que la pêche a changé aussi, c'est plus la morue de l'époque ou toutes les questions de quotas, les industries elles-mêmes, parce que beaucoup d'industries, par exemple, appartiennent à des intérêts d'autres provinces, notamment Terre-Neuve, pour chez moi, je suis de la Côte-Nord, de Terre-Neuve. Donc, en fait, quand l'industrie appartient à Terre-Neuve, les pêcheurs, il n'y a pas beaucoup d'industrie près de où ils pêchent, donc leur quota, c'est un peu comme s'ils appartenaient à Terre-Neuve. Ils n'ont pas leur propre usine de transformation de poissons. Je suis peut-être dans des détails, là, mais tout ça pour dire, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que le Québec, c'est long, 1300 km de littoral, plus Anticosti aussi, où on a cette ressource-là, il y a une possibilité. Et puis... Y a-tu de la survivance aussi avec le poisson là-bas? Oui, oui. Mais commercial uniquement, de la façon... en fait, c'est un autre aspect duquel je n'ai pas parlé de ma circonscription qui est intéressant aussi. 14 il y a d'autres choses à découvrir? Ben oui, autre chose. Il y a toujours autre chose à découvrir. 14 % de la population est autochtone sur la Côte-Nord. Donc, de deux nations, la nation de Naskapi. Il y a seulement une communauté Naskapi au Québec, qui est à Kawawash-Kamak, donc près de Shefferville, qui sont anglophones. Et puis, il y a des nations Innu aussi, 8 communautés Innu. Donc, il y en a 9 au Québec. L'autre est à Mastayache, Pointe-Bleue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quand on parlait justement de la pêche de subsistance, bon, ça va être pour les communautés. Pour les Blancs, bon, parce qu'on va dire Blancs sur la Côte-Nord, donc pour les Blancs, entre guillemets, là, parce qu'il n'y a pas juste des Blancs sur la Côte-Nord, vraiment pas. Donc, c'est ça pour les Blancs, à un certain moment, oui, les gens pouvaient pêcher certaines espèces, mais sinon, c'est plus possible aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un de mes dossiers, parce que les gens, pour eux aussi, ce qu'ils appellent la pêche récréative, c'est une pêche qui, pour eux, vraiment, c'est leur identité. Ils ont toujours fait ça. Donc, depuis les 20 dernières années, le ministère Pêche et Océan diminue ces possibilités-là pour eux, pour des espèces qui ne sont même pas commerciales, par exemple. Là, je pense à des escargots de roche ou quelque chose qu'on ne penserait pas à manger, mais que certaines personnes, des villages ou des familles ont toujours cueilli, parce qu'on parle de cueillir quand on parle de mollusques. Bref, donc c'est ça, il y a un rapport très, très près de la mer. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée sur la Côte-Nord, je sais pas, moi, je suis une Sorelloise, donc j'étais habituée à Pâques qu'il fallait qu'il y ait du sirop d'érable ou une cabane à sucre ou quelque chose comme ça dans le coin. Ou tu as une relation avec le fleuve. Sorel est quand même... Oui, au confluent du Richelieu. Oui, toujours. Puis j'ai vécu à Trois-Rivières aussi, donc... Tu as toujours été dans toujours le fleuve, mais toujours vers l'est. Mais c'est ça, mais là-bas, c'est du crabe à Pâques, puis c'est des crevettes, puis c'est tout le reste, là, voir rouler le caplan, là, c'est un poisson là, qu'on voit rouler sur la plage, aller au clam, bon, les mie. C'est ça, donc il y a vraiment... c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver partout. C'est une culture, hein, finalement. Oui. Parce que je pensais à mon passé en Gaspésie. Puis finalement, c'est comme quand on parlait de la différence entre les régions, Montréal, loin là-bas. C'est une autre culture. C'est quasiment un autre pays, finalement. Oui, mais en fait, il y a peut-être le rapport, justement, quand je reviens encore au territoire, le rapport au territoire où il y a un rapport vraiment de proximité. Donc, on sort de chez soi, puis on s'en va sur le quai, puis on pêche. C'est certain qu'on peut le faire aussi. Je restais à Sorel pour en aller aux écluses. Non, non, c'est impossible dans Hochelaga, mais justement, le fait que le territoire soit là, je connais des gens juste en arrière, dans le bois en arrière, ben, il y a du lièvre, donc ils vont manger du lièvre, mais il y a ce... Là, je ne vais pas avoir l'air non plus de faire du folklore, parce que c'est pas tout le monde qui mange du lièvre. Il y en a qui aiment vraiment pas ça. Ceinture fléchée. Oui, c'est ça. Bon, on a une hache, puis je fume la pipe. Puis non, c'est ça, pas du tout. C'est ça, parce que des fois, il y a ce stéréotype-là, mais en fait, les gens arriveraient à Bécomo ou à Sept-Îles, ou dans ce qui sont les deux pôles urbains, si on veut, de la Côte-Nord. La moitié de la population vit. Je veux dire, il y a des cafés, puis on a le réseau, puis il n'y a pas de chien de traîneau. Donc, non, c'est ça, c'est urbain. Là. Tu vas décevoir beaucoup de Français à l'écoute en ce moment. On coupera ce bout-là. Okay. Marilyn, si on veut s'engager pour la prochaine fédérale qui s'en vient avec toi, qu'est-ce qu'on fait? S'engager avec moi? Si on veut s'impliquer pour toi. Hey, c'est une
question très simple. Écoute, il faut bien. On communique. Non, parce qu'on est toujours prêt à avoir des gens qui travaillent avec nous. J'ai dit que pour moi, l'équipe, c'était important. Puis d'ailleurs, fait intéressant, chez moi, j'ai beaucoup d'adjoints qui sont des gens de l'extérieur. Donc, la Côte-Nord, c'est une terre de rassemblement aussi. Oui, j'ai un adjoint du Saguenay, j'en ai un de Verdun. J'en ai un, puis qui viennent tous aussi vivre sur la Côte-Nord. J'en ai un, il vient d'où, je ne sais plus. Donc, je pense qu'il était dans le parc Extension. Okay. Donc, quand même, je dis qu'on a un rassemblement, donc on communique tout simplement avec nous via Facebook. C'est extraordinaire. Instagram, Facebook, Twitter, le téléphone. Je pourrais même donner un numéro, ça ne me gênerait pas du tout. Il faudrait que je m'en souvienne par cœur, par exemple. mais juste avec les médias sociaux, on est capable de me trouver très facilement. Puis c'est moi qui réponds au Facebook. Ah oui, j'aime bien répondre. Mais c'est une façon, on parle de faire du terrain, mais moi, le terrain est tellement grand, je peux pas rencontrer tous les gens physiquement tout le temps quand ils le veulent. C'est que les médias sociaux, je rencontre beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de dossiers qui m'arrivent comme ça, beaucoup d'informations. Donc, c'est extraordinaire. Je suis capable d'être en contact tout le temps. Excellent. Et partout, parce que je fais beaucoup de routes. On prend contact si on veut s'impliquer avec Marie-Hélène. Donc, merci Marie-Hélène Gill pour ton passage aux engagés publics. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Et voilà, c'était notre entrevue avec Marie-Hélène Gill cette semaine. Comme on vous le dit à chaque fois, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et n'oubliez pas Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com. À la semaine prochaine!